Anne et Denis Durand n'ont pas vu leur mère depuis 68, lorsqu'elle est mystérieusement disparue. On est dans la bonne section pourtant. Le gardien t'a bien dit qu'il mettrait un bâton pour indiquer l'endroit? Oui, oui. Ils viennent de découvrir qu'elle fut alors assassinée et sa dépouille, jamais identifiée, enterrée ici, sous un numéro d'autopsie. C'est là. Originaires de Hull, ils étaient petits en 68 quand ils l'ont vue pour la dernière fois. On t'avait pas oublié, maman. On va la ramener chez elle. Puis il va payer pour ce qu'il a fait. Arrête. Je ne croirai pas avant qu'il le dise lui-même. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que... on a retrouvé notre mère. Hein? Viens. Nous voici donc 24 ans plus tard. Anne et Denis vont bientôt ramener les restes de leur mère au Canada. Pour eux commence un autre épisode tragique de leur vie, car l'homme qui sera traduit en justice pour ce meurtre est leur propre père, Raymond Durand. Mesdames et messieurs du jury, le meurtre qui nous concerne a été commis quelques mois après que Raymond Durand et sa femme aient aménagé à Bel Air, ici au Texas, avec leurs 4 enfants. Un matin de février 1968, on leur apprit que leur mère était partie soigner leur grand-mère au Canada. Le jour même de ce supposé départ, Patricia Holben, la maîtresse de l'accusé, s'installait à demeure chez les Durand. Vous apprendrez au cours de ce procès que Janine ne s'est jamais rendue au Canada. Parce que son mari, le père de ses enfants, l'a assassinée ce même jour de février 1968. Tôt ou tard, il faut payer pour ses actes. Même s'il a fallu 24 ans pour éclaircir ce crime, justice sera rendue avec la condamnation de Raymond Durand. Merci. Toute cette affaire repose sur cette seule photographie. Objection, Votre Honneur, il n'a pas le droit. Cette photo n'a pas encore été déposée en preuve. Vous trouverez que ceci n'est pas... S'il vous plaît, arrêtez-le. Monsieur Zimmerman, la Cour vous ordonne de ranger cette photo, sous peine d'outrage au tribunal. L'identification de cette photographie a été faite par 2 personnes qui n'avaient pas vu Janine Durand depuis un quart de siècle. Vous verrez que les traits de ce visage en décomposition ne sont pas reconnaissables. Alors, pourquoi cette poursuite? Nous sommes en présence d'une histoire de femmes trompées, d'enfants perturbés et d'une maîtresse abandonnée qui cherche vengeance.
Mais je vous le répète, pourquoi sommes-nous ici? Cette photo ne peut fonder une accusation de meurtre. Rien ne prouve l'identité de ce cadavre, vivante ou morte. Personne ne sait où se trouve Janine Boissonneau-Durand. Je suis maintenant shérif du comté de Harris. Mais j'étais détective le 11 février 1968 quand on m'a dépêché au dépotoir du chemin Barker. On venait d'y signaler la présence d'un cadavre. En arrivant, j'ai seulement vu des pieds, des jambes et des cheveux. Le corps était dissimulé derrière une laveuse ou une sécheuse, je ne me souviens plus très bien. Le corps était enveloppé dans une couverture, ficelé, tourné sur le côté droit dans une position semi-fétale. Avez-vous pu, par la suite, identifier cette personne? Non, monsieur. On a recensé toutes les personnes portées disparues dans le comté et aux alentours, mais aucune ne correspondait au cadavre. Il n'y avait aucun indice sur la victime. Sa blouse avait une étiquette White Stag, je pense. En tout cas, c'était une fabrication canadienne qui ne se vendait nulle part aux États-Unis. Jusqu'en avril 1991, donc, le corps est resté anonyme. Oui, monsieur. Il est resté enterré sous le numéro 68-500. Je suis officier de police dans le comté de Riverside, en Californie. J'ai rencontré Mlle Durand au cours d'une enquête. Nous avons réalisé par nos noms que nous étions tous deux d'origine canadienne-française et sommes devenus amis. S'est-il passé quelque chose de particulier lors de votre rencontre du 11 avril 1991? C'était la première fois qu'Anne me parlait de la disparition de sa mère. Elle voulait que je l'aide à la retrouver. Alors j'ai tout de suite consulté les Texas Rangers de Houston et j'ai parlé à l'inspecteur en chef du comté de Harris, M. Cecil Wingo. À partir des informations qu'il m'a données, j'ai pensé que le cadavre 68-500 pouvait être celui de Janine Boissonneau-Durand. Par la suite, des membres de la famille ont identifié la photo que nous avions dans le dossier. Si j'ai bien compris votre témoignage, monsieur l'inspecteur, vous avez identifié le cadavre sans aucune preuve scientifique. Le cadavre ne portait pas de dents et je n'ai pas trouvé d'empreinte digitale ou d'échantillon sanguin dans le dossier. De toute façon, il aurait fallu disposer d'éléments de comparaison pour établir une preuve scientifique et dans ce cas-ci, il n'y avait rien à comparer. Je suis membre de la Gendarmerie royale du Canada depuis 29 ans, mais je viens témoigner uniquement en tant que cousin de Janine. Monsieur Bélan, quand avez-vous vu votre cousine pour la dernière fois? Le 7 août 1965, elle était à mon mariage avec son mari. Après, elle est partie en Floride. Vous avez-vous demandé ce qui lui était arrivé par la suite? Oui. Dans la famille, on disait qu'elle avait été placée dans un asile. Ma mère m'a demandé si je pouvais me renseigner. Mais vu que ses parents étaient des gens très introvertis, j'ai pensé qu'ils pouvaient préférer qu'on s'en mêle pas. Et ma position a été de respecter leur vie privée. Et vous avez reconnu ce visage décomposé d'après des souvenirs vieux de 26 ans? Oui, monsieur. J'avais vu Janine 2 ans avant que cette photo soit prise et le visage n'est pas décomposé au point de ne pouvoir l'identifier. Il est en voie de décomposition, mais il n'est pas décomposé comme j'en ai déjà vu. Reconnaissez-vous les yeux ou les cheveux de Janine Durand dans ce visage tuméfié? Non. Ce n'est sûrement pas non plus le souvenir que vous avez de ses joues ou de ses lèvres. Non. Mais j'ai fait agrandir une photo de mon mariage où elle apparaissait clairement. J'ai comparé les 2 photos. Il n'y a pas de doute. C'est ma cousine, j'en suis certain. Salaud! Je crois donc que cette personne était vivante quand ses côtes ont été fracturées. C'est le coup à la tête qui a provoqué le décès. La fracture s'étendait jusqu'à la base du crâne, comme vous pouvez le voir ici. Mais pour causer une telle blessure, il a fallu frapper avec une force considérable. Absolument. On observe ce genre de fracture du crâne, par exemple, quand quelqu'un traverse le pare-brise dans un grave accident de voiture. Votre oncle original veut plus témoigner. Comment ça? Hey, on a réussi à le sortir de Hall pour l'amener jusqu'ici. Il va pas nous lâcher maintenant. D'abord, vous devriez voir sa chambre de motel, ça aide pas, ça. Ben, vous le connaissez. Il dit qu'il est trop attendu. Juste à penser qu'il va voir plus de 5 personnes à la fois, ça le rend malade. Docteur Buckland, pouvez-vous nous dire si les yeux ou les cheveux peuvent changer de couleur quand le corps commence à se décomposer? Oui et non.
La décomposition peut changer la couleur de l'iris. Quant à la couleur des cheveux, elle ne change pas. Mais des cheveux sales peuvent paraître plus foncés. Maintenant, quand vous avez noté que les trompes de Fallope du cadavre étaient normales, qu'est-ce que ça signifie? Simplement ce que les mots disent, qu'elles étaient normales. Docteur, si les trompes de Fallope du cas 68-500 avaient été ligaturées, vous l'auriez remarqué, n'est-ce pas? J'ai pratiqué quelques 25 000 autopsies dans ma carrière. Si j'ai écrit que les trompes étaient normales, c'est que je n'ai rien vu d'anormal. Vous affirmez donc que les trompes étaient présentes et intactes. Elles étaient nécessairement présentes puisque je les ai décrites. Janine Boissonneau a subi une ligature des trompes après l'accouchement de son dernier enfant le 17 juin 1967. L'hôpital de Fort Lauderdale a inscrit sur sa fiche qu'on lui a enlevé un segment de 3 pouces à la trompe gauche et d'1 pouce à la trompe droite. Le corps 68-500 ne peut donc être le sien. Il peut y avoir des raisons pour que les trompes aient paru normales, même si elles avaient été ligaturées. Avec la cicatrisation, tout peut sembler normal à l'œil nu. Mais vous sentiriez-vous plus confortable si je vous disais que l'hôpital décrit une Janine Boissonneau qui a 4 pouces de moins et 36 livres de plus que le cadavre 68-500, que ses yeux étaient bleus et que ses cheveux n'étaient pas foncés, mais clairs? Évidemment. Merci. Ce même rapport d'hôpital indique que Janine Boissonneau pesait 186 livres avant d'accoucher et 181 livres après avoir donné naissance à un bébé de 6 livres et 11. Est-il possible de perdre moins de livres que le poids du bébé après un accouchement? Ce n'est pas très plausible. Malgré cette anomalie, est-il possible, plusieurs mois après un accouchement et après avoir perdu des tissus par décomposition, que le cadavre ait pesé seulement 144 livres à l'autopsie? Janine n'a tout de même pas perdu 4 pouces suite à son accouchement ou à sa mort. Objection, Votre Honneur. Cette victime n'est pas Janine. Objection. On ne sait pas où elle est, personne ne le sait. Objection. Maître Zimmermann. C'est moi, Denis. Il y a trop de miroirs. C'est affolant de se voir partout. Tous les motels étaient complets. Reginald, t'as aimé 3 personnes dans ta vie. Hein? Il y avait ton père, il y avait ta mère, puis il y avait ta sœur Janine. Tes parents sont morts, Réginald, parce qu'ils étaient vieux. Mais Janine, tu l'aurais encore si on ne l'avait pas tuée. Non! Il va y avoir trop de monde! Je peux pas! Réginald. Réginald, ta sœur n'a jamais rien demandé. Quand on allait chez vous, elle couchait dans le salon avec les enfants pour te laisser ta chambre. T'en souviens-tu? Tu y penses-tu des fois que personne l'a cherché? Personne s'en est occupé. Elle était douce, timide. Elle jouait du piano. T'en rappelles-tu, Réginald? Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na na na.
Janine Boissonneau-Durand, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous parlé à votre sœur depuis son départ pour le Texas? J'ai répondu au téléphone. Elle disait « Passe-moi maman ». À quand remonte son dernier appel? 1er janvier 68. Elle a appelé 6 fois en 2 jours. La veille du jour de l'an, puis le 1er. Un peu avant sa disparition, est-ce qu'elle avait des problèmes? Objection, Votre Honneur, c'est du oui-dire. Le témoin n'a pas entendu sa sœur. Objection accordée. Avez-vous eu des nouvelles de votre sœur après ces appels? Non. Mais 2 ans après, Raymond est venu à la maison. Et il a dit à mon père que Janine était à Vancouver. Est-ce qu'il a laissé une adresse, un numéro de téléphone? Il nous a donné une adresse puis 3 numéros de téléphone. Avez-vous essayé de... Ben, quand ma mère est arrivée... Monsieur Boissonneau, laissez-moi finir ma question. Avez-vous essayé d'entrer en contact avec Janine? Ma mère était partie faire des courses. Quand elle est arrivée, elle a tout de suite téléphoné, mais c'était des mauvais numéros de téléphone. Après, elle lui a écrit 9 lettres. Elles sont toutes revenues. C'était écrit « mauvaise adresse » sur les enveloppes. Avez-vous revu Raymond Durand par la suite? Non. Monsieur Boissonneau, que faites-vous dans la vie? Je fais des petites choses. Mais c'est pas de vos affaires. Avez-vous déjà eu un emploi? J'ai travaillé pour mes parents, mais ça n'a rien à voir avec le procès. Est-ce à vous de décider ce qu'il y a quelque chose à voir avec ce procès, Monsieur Boissonneau? Non, non, non. Mais si vous voulez le savoir, je suis pas en bonne santé. J'ai toujours été faible. Je suis malade la nuit. Je dors mal. C'est très dur pour moi d'être ici. Vous ne l'aimiez pas, Raymond Durand, n'est-ce pas? C'est à cause des mauvais numéros, des choses comme ça. Monsieur Boissonneau, la première fois qu'on vous a montré la photo, on vous a dit que c'était Janine? Non. Michel Bélan me l'a montré. Il a juste dit qui c'est, d'après toi. Mais on vous avait prévenu que vous aviez à identifier votre sœur, n'est-ce pas? Non, 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 non. Une minute. Non, il me l'a pas dit. La photographie que vous avez vue ne ressemblait sûrement pas à la Janine vivante que vous avez connue. Je l'ai reconnue. C'était Janine. Je pourrais pas le regarder en face. Personne t'oblige à le regarder. T'as juste à répondre aux questions. J'aimerais tellement qu'il se lève pour me dire « Anne, j'ai pas tué ta mère, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il te le dira jamais, ça. » J'ai envie de pouvoir le détester. La haine, ça fait moins mal. Qu'est-ce que tu ressens? Ramène-moi au motel. Vite. Comment ça a été? Je ne sais pas. Ramène-moi. Mademoiselle Durand, quels sont vos souvenirs du moment où vous vous êtes installée à Bel-Air en 1967? J'en ai très peu. J'avais 8 ans. Je me souviens du terrain de jeu et j'ai un souvenir de ma mère dans la maison. Elle est assise sur une chaise et j'ai grimpé sur le dossier. Ça l'a fait tomber et j'ai cru que c'est mon dernier souvenir d'elle. Votre père vous a-t-il dit où était partie votre mère? Il a dit que ma grand-mère était malade et qu'elle est allée s'en occuper. À partir de ce moment, Patricia Holben a vécu avec vous. Oui. Et il a fallu l'appeler Mom. Avez-vous posé des questions sur votre mère? C'est surtout Denis qui en posait. Mon père lui disait qu'elle ne reviendrait jamais, de ne plus lui en parler. Vous avez ensuite quitté le Texas pour revenir au Canada et vous avez entendu votre père parler de votre mère au téléphone. Oui. Il disait à ma grand-mère Boissonneau qu'on n'était pas loin de Hull avec Janine. Mais on était à l'autre bout du pays, à Victoria, et ma mère n'était plus avec nous depuis au moins 3 ans. Avez-vous questionné votre père après ce téléphone? Non. Il était interdit de parler de notre mère. Vous n'avez jamais eu d'autres explications? Oui. Quand on vivait encore au Texas, il m'a dit qu'elle était dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait voulu me pousser devant une auto. Une autre fois qu'elle était en prison.
Plus tard, il a dit à un agent d'immigration qu'il avait divorcé de ma mère au Canada. A-t-il déjà évoqué sa mort? Oui. En 1989, j'ai téléphoné chez mon père et c'est sa femme Gloria qui a répondu. Je lui ai dit que j'avais eu un test PAP et que j'avais peur d'avoir un cancer. Elle a aussitôt répété à mon père qui a dit pour que j'entende, ça me surprend pas, sa mère est morte de ça. Il n'en avait jamais parlé avant? Non. Et quand je suis revenue sur le sujet l'an dernier, mon père m'a dit qu'elle nous avait quittés, c'est tout. Mademoiselle Durand, je dois vous faire voir l'exhibit numéro 1 et vous demander si vous pouvez dire au jury qui est sur cette photo. C'est ma mère. Désirez-vous prendre une pause, madame? Oui, merci, votre honneur. On peut dire que vous venez d'une famille profondément troublée, n'est-ce pas, mademoiselle Durand? Oui. Une famille désunie, malheureuse, même. Oui. Pouvez-vous dire, par exemple, au jury comment Patricia Holden se comportait avec les enfants après le départ de votre mère? Elle aimait seulement la plus jeune, Martine. Comme elle avait 6 mois, quand ma mère est disparue, Pat lui a fait croire qu'elle était sa fille. Mais quand elle avait bu, elle nous détestait tous et nous battait. Une fois, elle m'a cassé le nez. Est-ce que votre père avait une meilleure relation avec vous? C'était mieux. Mais il buvait beaucoup, lui aussi. Est-ce Pat qui vous a dit que votre mère ne reviendrait pas? Non, c'est mon père. Nous étions en arrière de l'auto. Denis était inquiet et lui a répondu « Elle reviendra jamais, ta mère ne me pose plus de questions là-dessus. » Corrigez-moi si je me trompe, mais votre frère Denis a été profondément troublé par l'absence de votre mère, n'est-ce pas? Il n'arrêtait pas de vous parler d'elle, de vous raconter des choses ou le souvenir plus précis qu'il en avait. Oui, Denis en parlait souvent. Vous n'avez pas vous-même de souvenirs très clairs de votre mère, n'est-ce pas? Non. Ah oui, une dernière petite question. Quand Michel Bélan vous a montré l'exhibit numéro 1, vous a-t-il prévenu que c'était une photo de votre mère? Oui. Merci. Il faisait vraiment pitié. Denis Durand! Là, il va être enfin obligé de m'écouter. Il pourra plus me dire que je suis un idiot puis fermer ma gueule. Un matin, je suis arrivé dans la cuisine et Pat était assise à la table. J'ai demandé où est maman. Elle m'a répondu ton père est parti la reconduire à l'aéroport. Ta grand-mère est très malade. Quand mon père est revenu, je l'ai vu avec les valises de ma mère à la main. L'une était bleue avec des côtés durs et l'autre était verte. Elle avait acheté avant de venir en Floride pour ses robes. Lui avez-vous demandé pourquoi il revenait avec les valises? Non, il a même jamais su que je l'avais vu. Vous a-t-il dit quand elle reviendrait? Oui. Il a dit dans 2 semaines. Puis 2 semaines après, il a dit encore dans 2 semaines. Et puis ça a duré comme ça, une couple de mois. Je retournais souvent en vélo à notre ancienne maison. Au cas où elle reviendrait, sans savoir qu'on avait déménagé. Puis un jour où je jouais dehors, ma sœur Anne est venue me dire que d'après Pat, ma mère ne reviendrait jamais. J'ai pas voulu la croire. Aussitôt que je me suis retrouvé avec mon père, j'y ai répété ça. Puis je me suis mis à pleurer. Il a essayé de me frapper.
Puis il m'a dit, ferme ta gueule, puis achale-moi plus avec ça. Elle reviendra pas, elle vous aime pas. Puis à partir de maintenant, tu vas appeler Pat maman. C'est au moment de votre retour au Canada que vous avez décidé de retrouver votre mère? Oui. En février 71, on a déménagé à Ottawa. J'en ai profité pour appeler d'une cabine téléphonique. C'est ma grand-mère qui a répondu. Je me suis rendu chez ma grand-mère en espérant de revoir ma mère, qu'elle serait là. Mais elle n'était jamais venue. Puis ma grand-mère n'a jamais été malade en 1968. En avez-vous parlé à votre père? Quand je suis revenu, il m'attendait dans le living room. Il m'a demandé d'où viens-tu. J'ai dit que j'étais allé faire un tour d'autobus. Il m'a répondu, bullshit, t'es allé chez ta grand-mère. Puis là, il m'a crié, je veux plus que tu les vois, c'est pas du bon monde, ils vont te mettre des idées dans la tête. Puis à l'automne 71, mon père est reparti pour les États-Unis, en me laissant chez sa mère à Hull. Je pense qu'il en avait assez de mes questions. Avez-vous revu votre père par la suite? En 73, après Noël, j'ai eu une confrontation serrée avec lui. Il a fini par me dire, écoute, je sais où est Janine, mais elle veut pas te voir pour le moment. Quand elle ira mieux, j'arrangerai une rencontre. Moi, j'ai pensé qu'elle était dans un hôpital psychiatrique. Je l'ai cru. Alors, vous avez cessé vos recherches? J'ai essayé d'enterrer mes doutes. Puis en 1991, ma sœur m'a appelé. Elle avait rencontré un enquêteur. Après, j'ai vu la photo. Je vais vous montrer cette photo, exhibit numéro 1 de la preuve, et vous demander si vous pouvez l'identifier. C'est elle. C'est ma mère. Merci. Monsieur Durand, quand on vous a montré la photo de la morgue la première fois, vous pensiez déjà que c'était votre mère avant de l'avoir vue. Je savais qu'on avait retrouvé le corps près de Bel-Air, à l'époque où ma mère a disparu. Vous saviez que le cousin de votre mère l'avait déjà identifié. Oui. Il m'a dit, j'ai vu la photo et c'est ta mère, Denis. Donc, vous étiez déjà sûr, avant de la voir, que c'était elle. C'était ma mère. Je l'ai reconnue, même si j'avais vu la photo, sans savoir, je l'aurais reconnue. C'est ma mère. Lors de son témoignage, Pat Holben est en phase terminale de cancer. Elle en mourra quelques mois plus tard. Madame Holben, à quel moment a commencé votre relation avec Raymond Durand? En 65 ou 66, je travaillais pour un concessionnaire Ford à Ottawa. Ray venait pour des contrats de peinture d'auto. Saviez-vous qu'il était marié? Non. Quand vous avez quitté le Canada pour Fort Lauderdale, avec lui, pensiez-vous encore qu'il était célibataire? Oui. Quand vous a-t-il dit qu'il était marié? Ça faisait 6 mois qu'on vivait en Floride. Il m'a annoncé qu'il y avait une femme puis des enfants. Et qu'il voulait les faire venir. Vous n'avez pas quitté? Non. Je suis restée dans la maison qu'on avait. Puis Ray en a loué une autre pour sa famille. Quand Janine et les enfants sont retournés au Canada durant l'été 67, avez-vous repris la vie commune? Oui, on est allé vivre en appartement au Texas. Mais là, il a encore dit qu'il manquait ses enfants. Il les a fait revenir. Comment avez-vous réagi? La famille passe avant tout. On veut rien contre ça. Oui, mais, Madame Holben,
qu'est-ce que vous avez fait quand Janine et les 4 enfants sont arrivés à Bel-Air? Ben, je suis restée dans l'appartement. Puis il a loué une maison pour eux autres. Pas loin. Comment était Janine avec les enfants? C'était une très bonne mère de famille. Puis elle gardait la maison propre. Vous rappelez-vous avoir reçu un appel de Raymond un après-midi de janvier 68? Oui. Il fallait que j'aille garder les enfants parce que il devait amener Janine à l'aéroport. Est-ce que Raymond est revenu ce soir-là? Non. Je l'ai vu que le lendemain. Ensuite, vous êtes tous déménagés. Oui, Ray a trouvé une autre maison. Et c'est dans cette nouvelle maison que vous avez vu à la télévision qu'on avait retrouvé un corps dans un dépotoir? Oui, c'est là. Il montrait ses vêtements pour que quelqu'un puisse le reconnaître. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que Raymond a dit en voyant cette nouvelle? Il m'a dit... Ils l'ont trouvé. Moi, j'ai dit, trouver qui? Il a répondu, Janine. Moi, j'ai dit, je pensais qu'elle était partie au Canada. Il a dit non. A-t-il ajouté quelque chose? Écoutez, c'est loin, là. Vous avez dû lui poser des questions. Oui. Je lui ai demandé s'il l'avait tué. Il m'a répondu. Elle était pour mourir de toute façon, elle avait le cancer. Puis il m'a dit que si je disais quelque chose, que je finirais comme elle. Avez-vous songé à le quitter après cet aveu? J'avais pas un sou. Il fallait que je m'occupe des enfants. Pourquoi vous êtes-vous séparés en 87? Il a rencontré quelqu'un d'autre. Merci, Madame Aubin. Vous saviez que Janine s'ennuyait de ses parents et qu'elle n'était pas heureuse aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, je le savais. Vous n'étiez donc pas surprise qu'elle quitte sa famille pour retourner au Canada en 1968? Non, parce que sa mère était tombée malade. Comment avez-vous pu aller habiter avec les enfants et leur père si vous pensiez que Janine reviendrait après quelques semaines? Je me souviens plus comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle vous a confié les enfants pour que vous la remplaciez? Vous a-t-elle dit, je m'en vais, occupe-toi de ma famille si tu veux mon mari? Elle est partie parce qu'elle en avait assez de votre liaison, non? Je pense pas. En 1972, quand vous êtes retourné à San Diego, sans Denis, avez-vous appris qu'il avait été à la police pour tenter de retrouver sa mère? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas allé dire aux autorités ce que vous saviez à ce moment-là? Parce qu'il n'y a personne qui m'a posé de questions. Vous voulez nous faire croire que vous êtes resté avec lui toutes ces années en pensant qu'il avait tué sa femme? Ça fait longtemps. Je sais plus ce que j'ai pensé. J'ai remarqué que vous aviez des problèmes de mémoire. Tout ça est si loin. Êtes-vous absolument certaine d'avoir eu cette conversation avec Ray durant le reportage télévisé? C'est vrai, j'avais beaucoup bu. Ça fait si longtemps. Tout ça, c'est bien loin. Madame Holden, vous n'oublierez jamais cet instant où Raymond a avoué avoir tué sa femme, n'est-ce pas? Non. Vous vous rappelez même exactement ces mots? Oui. Il a dit c'est Janine. Nous avons terminé notre preuve, votre honneur. Ma femme est la sœur de Raymond. Il nous arrivait de se demander ce qu'elle était devenue, Janine.
Un soir, on a décidé d'appeler les renseignements téléphoniques de Houston pour essayer de la retrouver. L'opératrice a passé l'appel directement au service de Bel Air et là, on nous a mis en communication. On l'a eu tout de suite au bout du fil. Pourriez-vous dire en quelle année vous avez placé cet appel? En juin 1976. Vous avez donc parlé à Jeannine Durand 8 ans après sa disparition? Oui. On a parlé à une femme, puis elle nous a dit qu'elle était bien, Jeannine Durand. Mais quand on lui a demandé si elle était la femme de Raymond, elle a fermé la ligne. Même si elle n'a pas voulu nous parler, on l'avait quand même trouvée. Vous en étiez sûr? Ben, comment y aurait-il pu y avoir une autre femme, parlant canadien-français, vivant à Houston, qui s'appelle Jeannine Durand? Après ça, on a mis la famille au courant, puis on a arrêté de la chercher. Je demande à la Cour d'inscrire en contre-preuve l'annuaire téléphonique de Houston de 1976. Le nom et l'adresse de Jeannine Durand y sont bel et bien inscrits. Je n'ai rien à ajouter. Bonjour, maître. J'ai l'air fatigué, maître. Oui, la nuit a été longue, mais fructueuse. Le peuple appelle Jeannine Durand. Jeannine Durand. Madame Durand, où êtes-vous née? À Maule, dans le nord de la France. Et quand êtes-vous arrivée aux États-Unis? En 1967, je voulais voir l'Amérique. Ça m'a tellement plu, je suis restée. Viviez-vous à Bel Air dans les années 76? Oui, j'ai déménagé en 76. Pouvez-vous regarder si vous étiez bien la seule Jeannine Durand inscrite dans l'annuaire de 1976? Ah oui, c'était bien mon adresse, là, le 6303 du boulevard Bel Air. Je vous remercie. Mesdames et messieurs du jury, vous venez d'entendre une bien triste histoire, comme on en voit de plus en plus, hélas, dans notre pays, où les familles unies et aimantes se font rares. Mais cette histoire est compliquée par le fait que voilà plus de 20 ans, la mère disparaît. Encouragée par la famille qui refuse, bien sûr, de croire que Jeannine abandonnerait ainsi ses enfants, ces mêmes enfants se sont convaincus que le cadavre 68500, c'était elle. Croyez-vous que des proches s'empresseraient de reconnaître l'être aimé dans un corps mutilé, abandonné dans un dépotoir? Accepteriez-vous que votre mère ou votre sœur soit morte ainsi, les côtes brisées, le crâne défoncé? Mais la couleur des yeux, les trompes de Fallope, le poids, la grandeur, et j'en passe. Comment pourriez-vous, vous, ne pas avoir un doute raisonnable? Mon éminent collègue met en doute l'identification du corps sous prétexte que la famille voulait croire qu'il s'agissait de Jeannine. Il y a des preuves. Il y en a. Tous les témoignages confirment que Raymond Durand a menti toute sa vie pour expliquer l'absence de sa femme. Il a avoué à sa maîtresse, Pat Holden, qui n'a pu oublier cette confidence, même si elle avait des problèmes de mémoire. Le père, un homme au caractère difficile, devient vite le grand scélérat de ce drame familial. Denis le déteste. Sa sœur Anne était si jeune qu'elle a fini par croire tout ce que lui racontait son frère. Pat Holden n'est plus sûr de rien. Et ces témoins qui jurent reconnaître 24 ans plus tard ce visage en décomposition, allons donc. Denis a vu son père revenir de l'aéroport avec les valises de sa mère. La victime portait des vêtements canadiens. D'après vous, combien de femmes pouvaient marcher dans Houston ou se retrouver dans un dépotoir de Harris avec des vêtements canadiens en 1968? Tout concorde. C'est le cadavre de Jeannine Boissonneau-Durand. Non, je vous le répète.
La vérité est bien plus simple que ce cinéma qu'on essaie de vous faire avaler. Janine était malheureuse. Elle savait que son mari la trompait. Et elle l'a quitté. Triste, mais simple. Nul ne sait qui est le cadavre 68-500, ni comment cette femme a été tuée. Chose certaine, personne n'a réussi à prouver, d'abord, que c'est Janine Boissonneau-Durand, et ensuite, que c'est Raymond Durand qui l'a tuée. Pas d'autre explication à cette disparition. Janine est partie avec Raymond et n'est jamais revenue. Raymond Durand, cet homme sans scrupules qui a échappé à la justice toute sa vie, va recevoir sa facture aujourd'hui. Car aucun doute raisonnable ne peut vous empêcher de conclure que Raymond Durand a tué Janine Boissonneau-Durand en février 1968. Merci. Plus ça prend de temps, plus il y a de chances de s'en tirer. C'est peut-être parce qu'il se demande pourquoi il l'aurait tué. Il n'y a aucune raison pour tuer quelqu'un. Il a défoncé le crâne puis il l'a jeté dans une dompe. Je m'en sac de la raison. Nous, le jury, déclarons le prévenu Raymond Durand coupable de meurtre, tel qu'énoncé dans la mise en accusation. Monsieur Durand, voulez-vous dire quelque chose? Coupable. C'est tout. L'affaire Durand est encore devant les tribunaux. Durand n'ayant pas épuisé les procédures d'appel, il est donc entièrement possible que Raymond Durand soit éventuellement trouvé non coupable. Quoi qu'il advienne, il sera probablement libéré après 3 ans de détention. Les prisons texanes sont surpeuplées. Quant aux enfants Durand, le récit de leur histoire est devenu un best-seller dont les droits auraient été vendus à des producteurs de cinéma américains. Avec sa part de ses droits d'auteur, Denis a créé la fondation Janine Boissonneau à Hall pour venir en aide aux femmes battues. Grégory Charles reçoit à 22h30 Serge Grenier, Gaston Mandeville et Claire Lamarche. Shabada, le rendez-vous du showbiz québécois. Dans un instant, le TVA Édition Réseau. Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette 3e émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir sur l'affaire Durand, le grand procès que vous avez vu à l'antenne du réseau TVA hier soir. Pour discuter avec moi, j'ai comme chaque semaine invité les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés de Robert Toupin, qui interprétait le rôle de Maître Wilson, le procureur non pas de la couronne, mais du district, puisque l'affaire Durand nous amenait dans une cour de justice américaine. Et puis ce soir encore, 2 étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles de l'avocat de la défense et du procureur du district.
Et puis enfin, nous aurons comme chaque semaine un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons à vous, notre public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite, Raymond Durand était-il coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission. Et nous revenons tout de suite après la pause. Il a identifié la dépouille et il a avoué avoir commis le crime à son ex-maîtresse. Premièrement, il a passé son temps à mentir, ce bonhomme-là. Puis deuxièmement, il a fait l'aveu à sa maîtresse qui avait tué sa femme. Et un jour, il dit à Pat Holden, on a retrouvé le cadavre de ma femme et il avoue l'avoir tué. Et puis le témoignage le plus accablant est celui de son fils, lorsqu'il dit qu'il a vu son père revenir de l'aéroport avec les bagages de sa mère. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous propose maintenant un court extrait de l'affaire Durand avec Robert Toupin dans le rôle de maître Wilson, procureur du district. Denis a vu son père revenir de l'aéroport avec les valises de sa mère. La victime portait des vêtements canadiens. D'après vous, combien de femmes pouvaient marcher dans Houston ou se retrouver dans un dépotoir de Harris avec des vêtements canadiens en 1968? Tout concorde. C'est le cadavre de Janine Boissonneau-Durand. Oui, procureur de district, un district attorney, comme on dit aux États-Unis, un DA. C'est le rôle que vous jouiez, Robert. Est-ce que ça supposait une préparation particulière pour vous, au-delà des films américains que vous avez dû voir? C'est rempli de personnages comme ça, évidemment. Oui, surtout de ce temps-là. C'est surtout je voulais savoir les gens à qui je m'adressais, les gens dans le box, des témoins et tout ça, et sûrement l'accusé lui-même. Je voulais en savoir un peu plus que ce que le scénario peut nous donner, parce que c'est quand même 1 heure. Alors, évidemment, c'est une cause dont on a beaucoup parlé il y a 1 an ou 2, alors c'était assez facile d'aller chercher de l'information. Alors, mon travail, au premier abord, était surtout celui-là. Et le travail d'un DA, d'un procureur de district, est-ce qu'il est essentiellement différent de celui d'un procureur de la Couronne, Jean? C'est la même chose. Il doit prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de la personne qui l'accuse, parce que c'est lui qui est l'accusateur public. Cette preuve-là, dans les circonstances, c'est une preuve essentiellement circonstancielle. Elle repose sur des affirmations, elle repose sur des choses, moi, qui m'étonnent. Comme quoi, par exemple? Disons que, personnellement, j'ai pas retrouvé le cadavre, pour vrai. Mais il y a une photo. Oui, mais une photo, entre la photo et le cadavre, il y a une différence. Je n'ai pas le cadavre et je n'ai pas l'identification telle du cadavre. Par exemple, on aurait pu, j'imagine, par des empreintes des dents, faire identifier le cadavre autrement que par les enfants. Là, on identifie un cadavre strictement par une photographie qui date, parce qu'elle date de l'époque de la commission du crime, mais on est déjà loin de la commission du crime en 92. Si on va dans ce sens-là, mais il y a l'histoire des trompes aussi en même temps. Oui, mais sauf qu'il faut réaliser que 24 ans plus tard, là, faut se rappeler que, et c'est ça qui est magnifique de ce procès-là, ça prouve qu'il n'y a pas de prescription en droit criminel et que s'il y a des auditeurs qui ont quelque chose sur la conscience, là, on peut les rattraper un jour. Et ça, 24 ans plus tard, malgré le fait qu'on avait un peu, le dossier s'était un peu empoussiéré, ça prend de la volonté des membres de la famille, mais les éléments qu'on a retrouvés, même si les gens avaient la mémoire un peu faiblette, dans certains cas, par exemple dans le cas de Pat, la maîtresse et les autres, il y en avait assez, en tout cas pour moi, me convaincre que Durand était un écœurant. C'est-à-dire que moi, j'avais convaincu... T'as convaincu en le regardant. Il faut dire qu'il y avait la face qui nous disait tout ça, mais les 5 éléments, moi, j'ai trouvé que le district attorney a fait une très belle présentation, surtout là, dans sa conclusion avec les 5 éléments de preuve. Pour moi, là, si j'avais été assis là dans la chaise, il faut dire, comme j'en dis, au début de la soirée, déjà, je haïssais la face à Durand, mais avec sa conclusion, pour moi, c'était final, bâton, il était réglé, emmenez-moi ça en prison immédiatement. Mais on sait qu'il va aller, je pense que dans la cause réelle, il va en appel. Est-ce que ça sera aussi devant le jury en appel? Non. Non, c'est ça. C'est-à-dire que l'appel, j'imagine, je m'avance peut-être un peu trop. Ici, la Cour d'appel ne pourrait qu'ordonner un nouveau procès ou acquitter purement et simplement l'accusé face à une preuve qui est absolument épouvantable. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Perron, par exemple, ici. Perron a été acquitté, on n'a pas ordonné un nouveau procès. Par ailleurs, on a ordonné un nouveau procès dans d'autres causes similaires à Québec ou autrement. Donc, la Cour d'appel, elle, ne juge que sur des questions essentiellement de droit. On va s'inspirer de l'adresse faite par le juge au jury. On va dire, il a erré en droit, ou il a dit des choses, tu sais, les autres procès que tu as fait, Pierre, c'est comme ça. Pour moi, là,
ça va en appel, et dans ma compréhension, c'est pas parce qu'un type est menteur qu'il est un tueur. Oui. Ça, je parle de ça pour le système. C'est comprends. pas parce qu'il est laid, c'est pas parce qu'il a l'air bête, qu'il a l'air d'un tueur, il y en a un. Oui, mais en même temps, si on regarde les éléments de preuve que le procureur a bien démontrés, moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on appelle, en tout cas, je lui souhaite bonne chance, pauvre gars, parce que cette fois-ci, on peut pas parler de bavure de la police. D'ailleurs, de notre série, c'est la première fois là, que c'est pas la police qui est au banc des accusés ou le juge. Cette fois-ci, dans les deux cas, ils ont de l'air d'avoir fait leur job. Ouf, là, quelque part. Quelqu'un qui dit ouf, quelque part. Oui, c'est la première fois dans notre série. Cette fois-ci, ça... La police montée, oui, mais ça... Oui, bien, oui, pas non seulement la police montée, mais depuis le début de nos procès, là, on ne peut pas voir d'erreur à ce niveau-là. Bien sûr, c'est 24 ans plus tard. Bien sûr, c'est circonstanciel. Mais c'est extrêmement accablant. On aurait pu mettre la meilleure preuve, le faire identifier par les dentiers, par mais là, les dentiers, Est-ce que vous avez vu, vous trois, une différence entre la façon d'exercer la justice dans ce procès-là aux États-Unis par rapport à ce qu'on fait, nous, ici? Moi, j'en vois pas tellement, finalement. Pas tellement, mais la seule chose, c'est que tu vois, le témoin est dans la boîte, tu as un des avocats qui embarque, l'autre embarque, il revient. Ça... Il y a beaucoup de contre-interrogatoires. Oui. Ça, c'est pas admis ici, ça. Hein? Remarque que je ne suis pas sûr de la façon Robert, dont il se lève à un moment donné pour reposer des Oui. questions avec le scénario a été fait. Oui. Moi, je ne peux pas me fier là-dessus, comment le procès a été fait. Ah, c'est comme ça que ça se passe, mon vieux. Ben, je ne sais pas. Chacun des États américains a une procédure qui est différente. La procédure pas en Colombie-Britannique, mais en Californie, n'est pas nécessairement celle du New Jersey ou de l'autre. Le droit criminel, là-bas, est administré par chacun des États, comme ici, d'ailleurs, le droit criminel. Mais on a une procédure criminelle pour le Canada, tandis que là-bas, ils ont d'autres sortes de procédures. Les choses permises au Texas ne sont pas nécessairement en Colombie. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard, puisque là, maintenant, nous devons aller à la pause. Alors, à tout de suite. Vous n'avez pas, en tant qu'avocat, Maître Wilson, Robert, hier, dans ce procès, fait une preuve de caractère, je peux appeler ça comme ça, en ce qui concerne Raymond Durand, pour prouver sa culpabilité, mais le fait est que c'est un drôle de moineau. Oui. D'ailleurs, j'ai su, moi, en me documentant sur la cause, que l'avocat de la défense voulait pas que Raymond Durand aille dans le box des témoins. Et d'ailleurs, au début de sa plaidoirie, semble-t-il que dans le vrai procès, évidemment, il l'appelait toujours Frenchie, comme tous les Américains qui l'ont connu appelaient Raymond Durand. Et la poursuite, enfin, le district se demandait toujours pourquoi il utilisait toujours le terme Frenchie. Finalement, la défense en est arrivée à dire au jury, écoutez, jamais Raymond Durand va témoigner parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Alors, essayez de vous imaginer si vous êtes dans un autre pays et que vous avez à vous défendre pour le rendre pour votre vie, sympathique. et ça le rendait sympathique. Et alors là, on n'allait pas comme ça dans le passé de Raymond Durand, parce que pour ceux qui ont suivi la cause un peu et tout, ce gars-là a un passé très, très, très lourd. Et très incriminant. Oui. Il était quand même accusé seulement du meurtre de sa femme, pas d'avoir un passé douloureux. D'autre part, la question de comparaître ou de ne pas comparaître, il est très, très peu fréquent que, étant donné le fardeau de la preuve qui repose essentiellement sur le procureur du district, que la défense va faire comparaître son client. Encore une fois, on peut rappeler Simpson ici, il n'a pas comparu. Dans le cas de Durand, c'est certain qu'un fiefé menteur comme ça, qui se trompait dans ses menteries vis-à-vis ses propres enfants... Tu t'as regardé? Non, moi je suis convaincu de ce gars-là, c'est un parfait salaud. Ah ben là, écoute bien, vois-tu comment ce que c'est, là? Et en se trompant dans ses menteries, ça aurait été un témoin embarrassant. Jean, il ne s'est pas trompé dans aucun... S'il avait été justement le menteur que tu prétends qu'il était, il était capable de mentir devant un jury de 12 personnes comme il est capable de mentir à la face du monde. Je n'aurais pas eu confiance, même oui, mais menteur. toi, tu n'en aurais pas eu confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable de convaincre son monde. Ben, la preuve était peut-être tellement grande, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ses avocats n'ont pas voulu le faire. Jamais, Pierre, on ne prend pas ce risque-là à cause, du genre de contre-interrogatoire. C'est une façon de s'incriminer, ça. Alors, s'il ne témoigne pas, il s'incrimine d'une certaine façon. Non, pas du tout. Simpson a été acquitté. Oui, mais d'accord. La plupart du temps, c'est comme ça. Notre droit, il n'est pas fait différemment. Puis aux États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je demandais s'il y avait toujours un procès devant jury. Parce que devant jury, des gens comme vous et moi, sauf les avocats, là, on se fait prendre et on juge avec un côté très émotionnel aussi là-dessus. Alors, à ce moment-là... Non, mais tu fais une preuve de caractère. Vous me dites, vous n'avez pas fait de preuve de caractère. Vous avez juste à y regarder à la face, la façon dont vous l'avez fardé, désespoir. Un gars a fait ses dents encore.
Puis il était coupable, la minute qu'on l'a vu à la télévision, il est coupable pour tout le monde, y compris pour mon collègue, qui est quand même un avocat. Lui, il a vu derrière le fardage pour... Oui, mais il y a plus que ça. Je pense qu'il faut réaliser que dans ce cas-là, tout le monde qui connaissait Durand, le fait qu'il a menti à ses enfants et tout ça, Jean, t'aurais pas voulu le montrer. Si t'étais son procureur, t'aurais dit, cachez-moi ce gars-là au plus coupable. Ben oui, mais si j'étais son procureur, j'aurais dit exactement ce que tous les procureurs disent. C'est à vous de prouver qu'il est coupable lors de tout doute raisonnable. C'est pas à lui à s'excuser de ne pas être coupable. C'est ce que Robert a réussi à faire. Robert a réussi à le faire rendre coupable. C'est parfait, ça, Robert, t'as réussi. Sauf qu'il s'adressait à un jury. Il est possible que le procès soit annulé. Pourquoi? Je ne sais pas quelles sont les bases de l'appel actuellement. Mais les bases d'appel, habituellement, c'est qu'il y a eu des erreurs en droit. Que quelqu'un a erré en droit ou qu'il y a des choses épouvantables qui ont été dites qui sont absolument fausses. Mais si tu parles des enfants, tu as dit toi-même, le jeune, tout à l'heure, que le petit garçon, il y avait du fiel partout. Il haïssait son père parce que il avait vu les valises revenir. Il avait vu les valises revenir sans sa mère. Moi c'est drôle. Je crois les enfants, je crois les témoins. Moi, je suis d'accord avec la jeune fille là, qui disait qu'ils n'ont pas identifié le cadavre des espoirs. Ah ben là, écoute, 24 ans plus tard, va fouiller puis essaie de trouver l'identifier, franchement. Oui, mais t'as pas de cadavre puis tu fais condamner quelqu'un. On va s'arrêter là-dessus, puis nous allons revenir tout de suite après cette courte pause. Voici maintenant le verdict que vous avez rendu à propos de l'affaire Durand. À la question « Raymond Durand était-il coupable ?» Vous avez répondu « oui » dans une proportion de 92 % et non dans une proportion de 8 %. Si vous désirez en savoir plus long sur l'affaire Durand, je vous recommande la lecture du livre « Autopsie d'un meurtre » écrit par Rick Boychuk et publié aux Éditions de l'Homme. La semaine prochaine, un procès célèbre dans l'histoire du Québec, l'affaire Coffin. En voici un extrait. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner cette photo et dire à la Cour si vous reconnaissez les personnes qui y sont? N'avez-vous pas déclaré que Coffin vous aurait raconté qu'il avait tué les Américains et la manière dont il avait procédé? Non. Je dis simplement, Maître Maher, que je n'en ai pas trouvé dans les tissus examinés. Il est donc possible de croire que le potassium aurait pu disparaître sans laisser de traces? Par la pluie, par exemple? C'est improbable. Mais pas impossible. Voilà, c'est tout pour cette troisième émission de La Boue de juger. Je remercie mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Robert Toupin. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30. Ici Pierre Nadeau, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.